Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission quotidienne que je vous propose et qui a pour ambition de vous résumer l'actualité autour du développement. Et à ce propos, le programme du jour, il est assez simple car il y aura du Apple, du Google, du Microsoft et même du Steam. Et d'ailleurs pour Microsoft, il faut comme nous, à savoir des erreurs en prod, mais bon, je vous en dis pas plus pour le moment, histoire de laisser un tout petit peu le suspense. Mais quand même, juste avant de commencer, vu que ce soir ce sera la WWDC, la conférence d'Apple pour les développeurs, ce sera vers 19h et je vous ai trouvé un bingo des sujets que vous devriez entendre ce soir. Donc surtout, n'hésitez pas à le prendre et voir si ça se confirme. Par contre, surtout ne le prenez pas si vous voulez pas vous faire spoil parce que forcément ça contient les dernières rumeurs. Et bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on devrait en toute logique entendre parler du fameux casque de réalité virtuelle et augmentée. Donc pour rappel, la WWDC c'est ce soir, mais juste avant ça, voici les actus à retenir depuis le dernier Dev Café, c'est-à-dire depuis vendredi. On commence par une bonne nouvelle pour la directive Omnibus, qui est une loi européenne qui a été adoptée il y a quelques années, mais le temps qu'elle soit retranscrite dans chaque pays, ça peut prendre du temps, et typiquement en France, elle est en vigueur depuis l'année dernière, mais par contre, elle est très peu mise en place jusqu'à présent. Et pour vous expliquer rapidement, elle s'applique notamment aux marketplaces qui font régulièrement des réductions. Sauf que vous avez souvent vu que les prix barrés, ils sont souvent assez fantaisistes, mais la directive Omnibus, elle force l'affichage du prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Et la bonne nouvelle, c'est que cette information, elle est désormais visible sur Steam, comme justement l'a remarqué SteamDB, et dans la mesure où c'est chaque pays qui doit adopter cette loi, c'est pas forcément visible dans tous les pays européens. Alors maintenant que Steam s'est mis dans les clous, on espère que les autres marketplaces vont aussi se mettre en conformité, car sinon il peut y avoir 2 ans de prison ou jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel mondial en guise de sanction. On passe ensuite au mobile où on a des chiffres sur les taux d'adoption des dernières versions d'Android et d'iOS. Et bon, j'imagine que vous savez déjà qui fait mieux que l'autre. Alors pour ce qui est d'iOS 16, il est désormais présent sur 81% des iPhones et 71% des iPads. Alors l'autre stat que vous voyez, ça concerne les téléphones ou les tablettes qui ont été achetés uniquement au cours des 4 dernières années, ce qui explique qu'en fait que le chiffre il est un peu plus élevé. Et pour être ensuite précis, il s'agit des données qui ont été prises à la fin mai, sachant qu'iOS 17 il devrait être présenté ce soir normalement à la WWDC. Et pour ce qui est d'Android 13 et qui est sorti un mois avant iOS 16, c'est pas très brillant, car elle s'appelle T et vous voyez que ça représente 14,7%. Pour ce qui est d'Android 12 ou S, c'est 16,3% et il faut redescendre à Android 11 ou R pour avoir la plus grosse part avec 23%. On est donc à peu près toujours sur la logique de 2 années de décalage entre la sortie et la version dominante, voire même un petit peu de retard sur ce coup-ci. Donc autant vous pouvez cibler iOS 16 sans aucun problème, autant se limiter à Android 13, ça semble assez limite. D'ailleurs les API d'Android 14, elles devraient passer stables dans les quelques jours si tout se passe bien, mais par contre la version officielle, elle le sera bien que pour cet été. Je passe ensuite très vite pour vous dire qu'une nouvelle version de Xcode est sortie avec une nouvelle version de Swift aussi qui est en 5.8, mais si vous voulez déjà avoir un aperçu de ce qui sera disponible sur Swift 5.9 et en toute logique qui devrait être présenté à la WWDC, vous avez déjà un article qui vous en parle. Alors de mon côté, je préfère attendre un tout petit peu avant d'avoir la confirmation et de tout vous expliquer, mais en tout cas pour les curieux, le lien avec les nouveautés, il est dans la description. Et d'ailleurs, toujours pour les curieux, le Language Steering Group de Swift a publié un document pour permettre d'appeler les API C++ directement depuis du Swift. Alors pour le moment, c'est qu'une présentation et rien n'est implémenté, mais pareil, je vous laisse aller lire si ça vous intéresse. Et après Xcode, on va regarder du côté d'Android Studio et notre ami Dylan a fait quelques découvertes car plus aucun commit n'avait été publié depuis la mi-avril. Alors aujourd'hui pour l'IDE, on a plusieurs canaux à savoir Stable, Beta et Canary, mais selon les découvertes de Dylan, il y aurait aussi une dev qui serait plus ou moins l'équivalent du Nightly. Bon, je suis pas sûr que ça sera à ce point nécessaire pour un IDE, mais bon, comme on dit, pourquoi pas. Et il y aurait aussi un mode Essential qui serait une sorte de mode d'économie d'énergie améliorée ou alors peut-être pour faire tourner l'IDE sur des petites configs. A priori ça activerait notamment un mode Light pour la preview du Jetpack Compose, donc ça semble vraiment confirmer un mode pour les ordinateurs avec peu de CPU alors peu de RAM. Et voilà donc pour les 2 petites découvertes côté Android Studio que Dylan a fait, et donc on en aura probablement plus de détails je pense assez rapidement. Et avant de passer aux actus en bref, une info si vous déployez sur le Google Play et que vous avez des abonnements ou des achats in-app, les API Monetization Subscription qui avaient été présentées l'année dernière, elles vont désormais être obligatoires. Alors vous avez un peu de temps devant vous, mais ce sera le 1er janvier pour les nouvelles applications et le 1er mai 2024 pour les applications existantes. En parallèle, Google nous rappelle aussi que vous avez jusqu'en novembre, cette fois-ci donc novembre de 2023, pour basculer vers la bibliothèque Playbilling en version 5. Et c'était donc tout pour aujourd'hui sur le volet mobile, et je vous propose qu'on aille tout droit en direction des actus en bref. Ça fait depuis un bon petit moment que Netflix croit dans le jeu vidéo, et son premier coup d'essai dans le domaine était une déclinaison de Stranger Things sur mobile.
Malheureusement, le studio texan derrière cette version est nommé Bonux XP va fermer ses portes alors qu'il avait été créé en 2012. Aussi incroyable que cela puisse paraître, mais si cela fait plusieurs années que Google+ a rejoint le fameux cimetière des services Google, eh bien ces API sont encore et toujours utilisables depuis la console cloud. Toujours chez Google, je ne sais pas si maintenir ces API coûte très cher, mais en tout cas les économies sont en marche car des milliers de mètres carrés de bureaux vont être laissés principalement à Mountain View et Sunnyvale, proche du campus principal. Et dans le même temps chez Meta, tous les employés qui ont des locaux assignés devront s'y rendre au moins 3 jours par semaine à compter de début septembre. Cela fait suite à plusieurs déclarations de la société qui ne croit plus trop au télétravail, mais pour les plus cyniques, après le nombre conséquent de départs, il faut bien remplir les bureaux. Et enfin, après la polémique sur Stack Overflow qui a annoncé à demi-mot accepter les réponses faites par des IA, une pétition vient d'être lancée pour interdire purement et simplement la pratique. Le lien est dans la description si vous souhaitez y greffer votre signature. On reprend et je vous ai dit qu'on avait fini avec le mobile, mais en réalité pas tout à fait car je vais rapidement vous parler de Flutter qui a eu droit à une nouvelle version mineure, à savoir la 3.10.3. Alors comme d'habitude en Flutter, il y a majoritairement des fixes sur Impeller qui est le nouveau moteur de rendu sur iOS. Il y a aussi Dart qui a eu des petites mises à jour, mais là aussi c'est assez varié et ça concerne notamment les records ou encore les nouveaux types de classes. Et comme d'habitude avec un Flutter Upgrade, vous obtiendrez tout ça. Et maintenant, le reste de ce Dev Café sera dédié à Microsoft, et pour commencer et très vite, on passe à un outil que je vous avais déjà présenté et qui facilite la migration des vieux projets en Xamarin Forms vers .NET MAUI ou encore les EWP en WinUI 3. Et bien cet outil de migration, il a eu une mise à jour pour que la déclinaison en ligne de commande soit, on va dire, plus intuitive, et c'est d'ailleurs compatible avec un mot-clé du moment, à savoir l'IA. Ensuite, le Windows Subsystem for Android qui permet d'exécuter des applications Android sur Windows 11 vient d'avoir une petite mise à jour, et dans la dernière version, il y a 2 changements dont le plus important c'est le fait de pouvoir accéder aux fichiers locaux de Windows directement dans l'émulateur Android. Alors l'accès il se fait bien dans les 2 directions, c'est-à-dire en écriture et en lecture, et ça gère d'ailleurs même aussi le copier-coller ou le drag and drop de fichiers. Et si on lit la doc sur le sujet, en réalité ce ne sont que vos fichiers de votre dossier perso qui seront accessibles, c'est-à-dire que tout ce qui est programme Files par exemple, ça ne le sera pas, idem pour les fichiers cachés qui seront donc pas visibles depuis l'émulateur. Et enfin, pour éviter de choper des virus ou des malwares par l'intermédiaire d'Android, les fichiers EXE y seront automatiquement exclus de ce partage. Et la deuxième fonctionnalité qui pour le coup est un peu moins passionnante, c'est le fait d'indiquer la gestion du focus. Alors par défaut c'est le mode coopératif qui dit qu'une seule fenêtre à la fois peut avoir le focus, alors qu'avec Independent, il y a une application Windows et une application Android qui peuvent avoir le focus simultanément. Alors, je sais pas si c'est très utile, mais c'est en tout cas disponible dans la version 23.05 du WSA. Par contre, surtout ne rafraîchissez pas frénétiquement dans Windows Update car c'est disponible uniquement dans le programme Preview de Windows. Et pour terminer ce Dev Café, une petite histoire marrante qui montre que vous n'êtes pas les seuls à faire des erreurs, car ça arrive même aux meilleurs, et ici en l'occurrence en prod et avec Microsoft. Alors pour vous expliquer, le problème il est arrivé sur Azure DevOps, dont je pense quand même que le seul nom vous permet de savoir à quoi ça sert, et parfois quand il y a des problèmes, le support de Microsoft il a besoin de prendre des snapshots des bases de données pour en fait mieux comprendre le problème. Mais une fois que ces snapshots ont été décortiqués, ils peuvent alors être supprimés, et chez Microsoft cette tâche elle est faite automatiquement et chaque jour en arrière-plan. Sauf que Microsoft a dû mettre à jour sa base de code récemment pour migrer vers des nouveaux packages, car les anciens ils étaient dépréciés. Et je vous apprends pas que ce genre de pull request ça fait généralement 3 km, et c'est parfois difficile de trouver des potentielles erreurs, et forcément ici il y en avait au moins une. Et dans l'idée du script, il faut supprimer une base de données qui ne sert à plus rien, sauf qu'à la place, ils ont dit supprimer le serveur. Et forcément, rien ne marchait plus, ce qui a rendu la zone brésilienne du sud hors ligne pendant une bonne dizaine d'heures, et la bonne nouvelle c'est qu'aucune donnée n'a été perdue et que tout est rentré dans l'ordre depuis. Et finalement, je trouve ça très intéressant de voir que Microsoft fait preuve de transparence en fournissant un post-mortem pour retracer non seulement les événements, mais aussi expliquer ce qu'ils ont mis en place pour que ça n'arrive plus, ou dit autrement, Microsoft apprend de ses erreurs. Et juste avant de clôturer ce Dev Café, je suis tombé par hasard sur un jeu de cartes où l'objectif est très simple, à savoir de créer une startup qui bouffe le maximum de données personnelles. Ça s'appelle Million Data Baby et c'est en financement participatif sur Ulule. Ça coûte une trentaine d'euros et vous serez donc parmi vos amis qui est digne d'être le futur Mark Zuckerberg, ou alors pas du tout. Et c'est donc là-dessus qu'on va refermer ce Dev Café de ce lundi, et j'espère en tout cas que vous aurez appris plein de choses, et surtout que vous n'aurez pas besoin de faire de post-mortem cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, ce soir il y a la WWDC où la première keynote elle devrait avoir lieu vers 19h, et d'ailleurs ce sera retransmis sur YouTube. Et par contre, celle qui nous intéressera nous plutôt pour les développeurs, c'est la deuxième keynote, pas la première. Quoi qu'il en soit, moi de mon côté j'essaierai de vous résumer tout ça demain si je peux. Bon voilà, préparez-vous en tout cas à avoir une semaine de Dev Café très appelienne, je sais pas si ça se dit. Et voilà, en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, et comme on dit, on se dit à demain.